Marilyn, do you want to? Merci beaucoup. Je suis contente de passer en dernier parce que c'est le fun que chaque personne avant moi a souligné un point, en fin de compte, sur lequel je vais revenir dans la présentation. Je viens aujourd'hui vous parler de qu'est-ce que Bitcoin, la blockchain, ne peut pas faire. Hein? Parce que c'est sûr, tout le monde veut en parler comme la solution à tous les problèmes, mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Alors, je vais faire référence à Bitcoin puis la blockchain un peu interchangeablement, parce que on a prouvé une chose en 7-8 ans de crypto-monnaie avec la blockchain de Bitcoin, c'est que si une plateforme émet sa propre valeur qui est transigeable monétairement, bien, elle va continuer à vivre toute seule, sans que personne n'ait vraiment à s'en occuper. Il y a des étrangers anonymes qui vont, avec plaisir, miner cette monnaie et assurer justement que le réseau continue à vivre et continue à être sécure. Ça veut dire que, et ça, on l'a prouvé. Alors, et je vais arriver avec un exemple un petit peu plus tard dans ma présentation. Qu'est-ce que Bitcoin ne peut pas faire? Alors, la première affaire la plus importante qui change beaucoup, qui n'est pas vraiment pareil comme le domaine financier traditionnel, c'est que Bitcoin ne peut pas discriminer contre vous selon votre race, votre âge, votre genre, votre orientation sexuelle, votre classe socio-économique, ou vos affiliations politiques, ou la couleur de vos cheveux. Alors, ça, c'est... Bitcoin n'est juste pas capable de faire ça. Alors, on regarde la banque traditionnelle. Alors, moi, mon frère travaille en gestion du risque. Alors, lui, il gère un système où est-ce qu'il faut qu'il fasse attention à qui qu'il laisse rentrer. Hein? Puis, parce que c'est permissionful. Bitcoin, c'est permissionless. Alors, on invite tout le monde. Et tout le monde a le droit de venir. Et alors, on va se rendre compte que Bitcoin a été maintenu et aimé et nurtured, en fin de compte, depuis 7-8 ans par les libertariens, les anarchistes, les hackers, puis les mamans à la maison. Puis, en tout cas, n'importe qui, en fin de compte. Puis, vous ne serez pas capable de nous enlever, là. Alors que les banques rentrent dans la crypto-monnaie. Nous autres, on est encore toutes là, puis on va continuer à en profiter, puis à s'amuser avec la crypto-monnaie et la technologie blockchain. Donc ça, c'est important, que Bitcoin est ouvert à tout le monde. Puis, j'aurais un exemple par rapport à ça. Peut-être l'annexe des femmes de l'Afghanistan, qui est un groupe qui a été fondé par une femme qui s'appelle Forrest Froh. Puis avant, elle payait les femmes qui venaient travailler dans son centre de travail pour soit réviser des textes, écrire des blogs, faire de la programmation ou des choses comme ça. Elle est payée avec PayPal. Puis elle a commencé en 2014 à les payer avec Bitcoin. Ça veut dire que ces femmes-là qui n'ont même pas le droit d'obtenir dans une banque un compte à leur propre nom. Alors, elles sont devenues leur propre banque avec leur téléphone intelligent et puis leur petit porte-monnaie Bitcoin. Et de façon générale, elles faisaient environ 250 $ par mois en travaillant à cette annexe-là, alors que en 2014, le salaire annuel de la plupart des gens, ou la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation en Afghanistan, c'est environ 700 $. Ça veut dire que ces femmes-là qui ont ramassé leur milli-bitcoin et qui les ont peut-être gardés, aujourd'hui sont capables de s'acheter une maison et de la meubler. Alors, et ça, on parle des femmes qui n'ont même pas le droit d'avoir un compte de banque en Afghanistan. Alors, c'est déjà une manière que, c'est sûr et certain que si vous faites un système puis avec une blockchain, puis que les anarchistes peuvent venir, bien, ils vont venir, puis ils vont prendre le service. C'est super intéressant. L'autre chose que Bitcoin n'est pas capable de vous traiter de façon différente selon votre solde en banque ou votre rapport de crédit. Alors ça, il faut que si vous êtes dans Bitcoin, il faut que vous compreniez que tout le monde voyage sur le même autobus et puis que même si vous payez 5 $ pour être certaine que votre transaction va passer en premier, vous allez quand même être avec le monde comme moi qui paye juste 25 cents. Donc ça, c'est très important. J'ai mis mes notes parce que je fais mes présentations en anglais d'habitude. Alors, Bitcoin n'est pas capable de se soucier de dans quelle région géopolitique vous êtes. Alors, vous pouvez être à Gaza ou au Nigeria. Bitcoin le sait où est-ce que vous êtes parce que vous utilisez des nodes pour faire vos transactions, mais il n'est pas capable de s'en soucier.
Alors, Bitcoin prend de l'argent et se fout complètement des embargos sur les transactions financières mondiales. Alors, c'est pour ça que tout le monde peut utiliser le gros tunnel dans lequel on shoot de l'argent, qui est la blockchain de Bitcoin, pour envoyer de l'argent de façon très facile un peu partout dans le monde. Moi, j'étais au Texas il y a 18 mois, puis je me suis ramassée dans une inondation. Puis FEMA est venu nous chercher, puis là, je dis non, je ne vais pas dans FEMA. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un ami, puis qui m'a envoyé des bitcoins, puis je suis revenue au Canada avec ça. Parce que je voulais pas, je voulais conserver ma capacité à faire ce que je voulais faire à Austin, même si c'était tout inondé, là. Mais Western Union n'aurait pas été aussi facile et rapide que juste recevoir des bitcoins sur ma carte Zappo, que je peux dépenser pour revenir au Canada, acheter des billets d'avion, prendre un Airbnb, toutes ces affaires-là. Donc, ça, c'était vraiment fantastique. La blockchain m'a peut-être déjà sauvé la vie, je ne le sais pas. Puis, c'est important aussi de dire que Bitcoin n'est pas capable, ou la blockchain n'est pas capable de vous empêcher d'exercer votre droit humain fondamental de transiger financièrement avec d'autres humains ou des machines. Alors, ici, j'ai vu à certains endroits qui ne prennent même plus du cash. Ça, c'est problématique là, pour quelqu'un qui transige en argent comptant puis qui obtient des petits montants ou des choses comme ça, ou les adolescents ou ces affaires-là. C'est vraiment plate quand on tombe à une place où ils ne prennent pas du comptant. Mais on s'en va vers un cashless society. Puis la chose qui va nous rester, en fin de compte, pour approximer l'expérience d'utiliser du cash, bien, ça va être d'utiliser un téléphone cellulaire avec nos bitcoins dedans ou nos québécoins dedans, puis transiger de façon interpersonnelle, comme si on avait du cash. Ça, c'est bien le fun. Puis, Bitcoin n'est pas capable de vous mentir. Hein? Le ledger, c'est ouvert à tout le monde, puis Bitcoin peut juste dire des faits. Alors, vous regardez dans le ledger, puis vous avez les faits. Bitcoin n'est pas capable d'oublier non plus. Et puis ça va un peu à l'encontre du domaine financier, où est-ce que le monde va être capable de massager les chiffres un petit peu, hein, pour que ça... Puis ça fait énormément peur aux gens qui travaillent en finance d'utiliser un blockchain. Quand j'ai parti le projet Cryptoman avec mes associés, il y en a un, c'est un hobbyiste, l'autre, il travaille pour PricewaterhouseCoopers aux États-Unis, j'ai juste adopté la blockchain comme étant mon ledger. Alors moi, je m'organisais pour que nos investisseurs déposent de l'argent à une adresse unique, et ils rentraient dans la rivière, puis à chaque fois, quand les gens devenaient clients de nous, ils étaient capables de voir et de suivre les bitcoins. Puis quand je leur ai dit combien d'argent on avait ramassé pour ouvrir le fonds, je ne pouvais pas leur compter des mensonges parce que c'est écrit dans la blockchain. Ils sont capables de voir chaque personne qui a déposé comment, puis ils sont capables de voir aussi si c'est la personne qui a déposé le plus d'argent ou ils sont dans le long tail ou tout ça. Donc, il y a des gens qui sont curieux, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais moi, je préconise la transparence. Donc, et j'accepte le fait que le monde soit capable de voir dans la blockchain la fois où j'ai fait une erreur puis j'ai envoyé un bitcoin à la mauvaise personne. Et ça va vous arriver aussi. Si c'est juste un bitcoin, c'est correct. Ben, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. J'ai acheté un T-shirt pour 100 bitcoins. Ah! À l'époque. À l'époque. Donc c'est ça. Donc, il faut quand même accepter la blockchain, accepter la transparence, accepter le fait que, bon, on va prendre l'autobus avec tout le monde, qu'il n'y a pas de section VIP. Tu sais, toutes ces affaires-là, là, c'est important. Puis quand vous transigez avec Bitcoin, puis vous faites augmenter la valeur de Bitcoin, tous les bateaux montent. Ça veut dire que vous rendez les anarchistes, les libertariens, puis les hackers, puis les nerds comme moi, peut-être millionnaires. Alors, et puis c'est correct. La dernière chose que je veux dire, c'est que la crypto-monnaie n'est pas tuable. Puis c'est ça que je vous dis au début, si vous lancez une blockchain et puis elle émet son propre paiement aux mineurs, elle va continuer à vivre même si vous voulez la laisser tomber puis la noyer dans un bain. Parce que moi, j'ai repris, il y a un développeur en 2014 qui a lancé le Québécoin puis il a disparu. Donc, moi, j'ai repris ça parce que je connaissais tous les investisseurs. Ça veut dire que j'ai comme géré la communauté et j'ai repris le Québécoin, j'ai réémis un nouveau porte-monnaie. Et puis, ça a continué, le taux est remonté, puis tout ça. Mais, sauf que le monde, comme c'est un peu des squirrels, là, ça veut dire qu'ils vont faire d'autres choses. Puis là, on est comme peut-être 7 qui collectionnent encore le Québécoin. Puis moi, je veux m'en servir comme un outil dans différents projets. Alors, je veux le mettre à jour cet été, puis je vais changer le nom et tout le kit. Mais ça ne m'appartient pas.
Pourquoi est-ce que le Québécoin vit encore alors que je m'en suis pas souciée pendant 2 ans? C'est parce qu'il y a un gars en Russie qui a découvert ça, puis il y a un autre gars en Chine qui a décidé de l'échanger. Puis là, maintenant, le hash rate sur le réseau est énorme, si bien que mon frère est plus capable d'en miner avec son ordinateur, puis il n'est pas content. Mais ça continue à vivre et ça va continuer à vivre parce que le Québécoin est une des monnaies numériques les plus rares. Il est listé sur un échange en Chine, à quelque part, puis il y a une valeur quand même assez stable, à 40 Satoshi aujourd'hui. Puis ça vaut la peine pour le monde en Russie, puis en Chine. Ils font de l'argent à miner le Québécoin. Donc, ils assurent, ils ne me connaissent pas, ni vu ni connu, puis ils continuent à miner la monnaie numérique que je veux continuer à utiliser dans le futur pour faire des jeux éducatifs. Puis c'est le fun, hein, parce que si vous voulez downloader le porte-monnaie Québécoin Wallet sur votre Android, vous pouvez faire ça, vous m'envoyez un courriel, puis je vais vous en envoyer. Puis là, ce qui est le fun à partir de là, c'est que vous avez de la monnaie numérique que vous vous amusez à perdre. Parce qu'elle ne vaut rien. Ça veut dire que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut pratiquer parce que c'est quand même assez difficile. Moi, je consulte avec des gens, puis je les aide, en fin de compte, à ne pas perdre leur chemise en investissant dans Bitcoin. Puis là, je ne veux pas dire que ça va tanker. Je veux dire que le monde font des erreurs. C'est technologiquement difficile de sécuriser et de conserver sa monnaie numérique en sécurité. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, si vous tente de pratiquer avec des Québécois, je vais vous en envoyer. Là, ce que je voulais dire aussi, c'est que la crypto-monnaie telle qu'elle, c'est vraiment une solution à un problème qu'on n'a pas pantoute au Québec. Tout le monde a un compte de banque, c'est facile de sortir de l'argent au guichet, toutes ces affaires-là. Pour le monde qui demeure dans un endroit où est-ce que l'inflation est crazy off the hook, là, comme au Brésil. Oui, c'est ça. Puis, 3000% par année. C'est ça. Puis, pour les gens qui ont besoin de faire du remittance, mais qui ne veulent pas payer 45$ de frais à chaque fois, bien, c'est le fun de faire ça avec Bitcoin, puis ça coûte juste 25 cents pour envoyer de l'argent à la famille. Puis, c'est vraiment une solution pour ces gens-là. Cependant, la blockchain, c'est vraiment, c'est peut-être une solution à tous nos problèmes. Si on peut arriver avec une blockchain qui va à la bonne vitesse puis qui fait la bonne affaire. Donc, c'est vraiment intéressant à développer de ce côté-là. Marilyn, tu as une des meilleures présentations Bitcoin que j'ai entendues. Ah, merci! C'était vraiment, toutes mes présentations, c'est des psy-up, c'est pour truquer votre cerveau à penser de ce qu'on parle de façon différente. Puis là, c'est supposé vous aider à aller plus vite vers une découverte. Ouais. Thank you so much.